Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette session spéciale. Je suis Lucas et comme chaque semaine, je suis avec la seule, l'unique, la pétillante Chloé. Salut Chloé, comment te sens-tu pour ce marathon du voyage aujourd'hui ? Salut Lucas, salut tout le monde. Écoute, je me sens d'une humeur voyageuse. J'ai mon passeport imaginaire dans la poche et mon sac à dos mental est déjà prêt. Aujourd'hui, on ne va pas seulement gratter la surface, on va plonger dans les profondeurs de ce que signifie voyager en France. On va parler de tout, des gares, des fromages cachés, des erreurs de débutants et même de la psychologie des Français en vacances. Quel programme! Les amis, préparez votre café ou votre thé, car on va passer un long et beau moment ensemble. Voyager, c'est ma raison de vivre. Mais avant de commencer cette épopée, Chloé, on a une petite tradition à respecter, n'est-ce pas ? Absolument. On ne part jamais en voyage sans une bonne base. Si vous nous écoutez sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et que vous appréciez notre travail, s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour vous abonner. C'est le bouton rouge, là, juste en dessous. Et la cloche. Lucas, explique-leur pourquoi cette cloche est leur meilleure amie. La cloche, c'est votre guide personnel. Elle vous prévient dès qu'une nouvelle leçon est disponible. C'est la régularité qui fait le succès de l'apprentissage d'une langue. Et un petit pouce bleu, un like, ça nous donne une énergie incroyable. Ça nous aide aussi à être mieux référencés pour aider d'autres étudiants de français à travers le monde. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Lucas, on est début février. L'hiver commence à être pesant à Paris. On rêve de quoi en ce moment ? On rêve d'évasion, Chloé. On rêve de quitter la grisaille du métro parisien pour aller voir les couleurs du Sud ou les sommets blancs des Alpes. On a besoin de ce qu'on appelle la villégiature. C'est un joli mot, non ? Magnifique. La villégiature, c'est l'art de séjourner à la campagne ou dans un lieu de repos. Et la France, c'est le terrain de jeu idéal pour ça. Partie 1, le tour de France des régions. Au-delà de Paris. On commence souvent par Paris, c'est normal, c'est la ville lumière. Mais la France, c'est un puzzle de culture régionale. Chloé, si on part vers l'Est, qu'est-ce qu'on trouve ? Ah, l'Est. On trouve l'Alsace. C'est une région que j'adore parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. On dirait un décor de conte de fées, avec ses maisons en colombage, ses fleurs au balcon et ses cigognes. Et n'oublions pas la gastronomie alsacienne. Si vous allez à Strasbourg, vous devez goûter la choucroute ou la flamme que quiche. C'est consistant, c'est chaleureux, c'est parfait pour l'hiver. Et la route des vins d'Alsace est absolument incontournable pour les amateurs de vin blanc, comme le Riesling. Et si on descend un peu plus au sud, on arrive en Bourgogne. Là, on change d'ambiance. C'est le pays du prestige, des grands crus et de l'histoire médiévale. Lucas, tu te souviens de notre visite aux Hospices de Beaune ? Magnifique, ces toits aux tuiles vernissées colorées, c'est l'image même de la richesse historique française. La Bourgogne, c'est calme, c'est vert, c'est une région où l'on prend le temps de vivre. On appelle ça l'art de vivre à la bourguignonne. Et si on veut vraiment être dépaysé, on prend l'avion ou le ferry et on va en Corse, l'île de beauté. Portera-t-elle bien son nom ? Oui, la Corse, c'est une montagne dans la mer. Les paysages sont brutaux, sauvages. Vous avez des plages de sable blanc qui ressemblent aux Caraïbes. Et à 30 minutes de là, vous avez des forêts de pins et des sommets enneigés. Par contre, attention, les Corses ont un caractère fort et une culture très marquée. C'est une région fière. N'édite jamais à un Corse que sa charcuterie est la même qu'en France continentale. C'est un crime. C'est noté. Et pour finir ce tour d'horizon, un mot sur la Normandie. C'est la région de mon enfance. Le Mont-Saint-Michel, les Clafets d'Étretat, le Camembert, le cidre, c'est une région verte, souvent sous la pluie. Mais quelle poésie quand la brume se lève sur les côtes. La Normandie, c'est l'élégance mélancolique. C'est parfait pour les écrivains et les peintres. On comprend pourquoi Monet adorait peindre là-bas. Partie 2. Se déplacer comme un pro. Le guide de la SNCF et plus. Très bien, on a choisi notre région. Maintenant, comment on y va ? En France, le roi du transport, c'est le rail. Le TGV, le train à grande vitesse. C'est l'un des moyens de transport les plus rapides au monde. Mais attention, le système de train en France est complexe. Il n'y a pas que le TGV, il y a aussi les TER, les trains express régionaux. Quelle est la différence pour nos auditeurs ? Le TGV relie les grandes villes,
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux à une vitesse incroyable. Il faut obligatoirement réserver son siège. Le TER, lui, dessert les petits villages et les moyennes villes. On ne réserve pas son siège, on monte dedans avec son ticket et on s'assoit où on veut. C'est plus lent, mais c'est charmant parce qu'on voit mieux le paysage. Un conseil pratique, téléchargez l'application SNCF Connect. C'est indispensable. Vous pouvez y acheter vos billets, voir les retards en temps réel et même composter votre billet digitalement. Lucas, tu te souviens de l'époque où il fallait composter son billet dans les petites machines jaunes avant de monter sur le quai ? Ah oui, si tu n'oubliais de composter, le contrôleur te donnait une amende. Aujourd'hui, avec les billets sur smartphone, c'est plus simple. Mais si vous avez un billet papier, cherchez toujours la borne de compostage. Et parlons de la voiture. Si vous louez une voiture, sachez que les autoroutes françaises sont excellentes, mais chères. On paie au péage. Gardez votre carte bancaire à portée de main. Et en ville, à Paris, n'essayez pas de conduire, c'est un cauchemar. Prenez le métro ou le Vélib'. Le Vélib', ce sont les vélos en libre service. C'est le meilleur moyen de voir la ville tout en faisant un peu d'exercice. Mais attention aux pavés. Rouler à vélo sur les pavés parisiens, ça secoue un peu. Un autre point, les grèves. On ne peut pas faire un podcast sur la France sans parler des grèves. C'est vrai, on appelle ça un mouvement social. Si votre train est annulé, ne paniquez pas. Les Français râlent beaucoup, mais ils sont habitués. Allez au guichet, soyez poli, c'est très important, et demandez « Mon train est annulé. Quelle est la procédure pour l'échange ou la remise ?» La politesse vous ouvrira plus de portes que la colère. Justement, parlons de la politesse. C'est souvent là que les touristes font des erreurs sans savoir. En France, il y a une règle d'or absolue, le bonjour. Explique-nous ça parce que pour certains, c'est juste un mot de salutation. Non, en France, le bonjour est une clé magique. Si vous entrez dans une boutique, une boulangerie ou si vous abordez quelqu'un dans la rue sans dire bonjour en premier, la personne se sentira agressée, elle vous trouvera impoli et elle ne sera pas très aidante. C'est vrai, même si vous êtes pressé, même si vous ne connaissez qu'un seul mot de français, commencez toujours par « Bonjour madame » ou « Bonjour monsieur ». Ça change tout le ton de la conversation. Et le fameux débat « tu ou vous ». Ah, le grand mystère. Pour les voyageurs, c'est simple. Utilisez toujours le vous. On utilise le vous avec les inconnus, les commerçants, les serveurs et les personnes plus âgées. Le tu est réservé à la famille, aux amis proches et aux enfants. Si vous tutoyez, utilisez-tu un serveur, il pourrait le prendre très mal. Donc restez sur le vous, c'est plus sûr. Est-ce que vous avez une table plutôt que est-ce que tu as une table? Et n'oublions pas les formules de politesse à la fin de la phrase. On ne dit pas juste merci, on dit merci beaucoup, bonne journée ou merci, au revoir. Les Français attachent beaucoup d'importance à ces petits rituels sociaux. Encore une chose, le volume de la voix. En France, dans les lieux publics, les restaurants et le train, on parle généralement assez bas. Si vous parlez très fort au téléphone dans le train, vous recevrez des regards noirs de la part de vos voisins. C'est la culture de la discrétion. On partage l'espace public, donc on essaie de ne pas déranger les autres. C'est une forme de respect. Partie 4. L'art de dormir et de séjourner, de l'Airbnb au palace. Chloé, parlons de l'hébergement. En France, on a des options incroyables. On a parlé des gîtes tout à l'heure, mais il y a aussi les chambres d'hôtes. Lucas, tu aimes ça? J'adore, c'est le bed and breakfast à la française. Vous dormez chez l'habitant, dans une chambre dédiée. Souvent, le matin, vous prenez le petit déjeuner avec les propriétaires. C'est le meilleur moment pour avoir des conseils secrets sur la région que vous ne trouverez jamais dans les guides touristiques. Où est le meilleur boulanger du village? Ou quel sentier de Andonnais est le moins fréquenté? Ce sont ces détails qui rendent un voyage spécial. Et si vous préférez l'hôtel classique, sachez qu'en France, les étoiles 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars, 5 stars sont très réglementées. Un hôtel 3 stars doit répondre à des critères précis de confort et d'équipement. Pour les budgets de luxe, on a aussi les palaces. C'est une distinction au-dessus du 5 étoiles. Ce sont des hôtels historiques, comme le Ritz ou le Crillon à Paris. C'est un autre monde, mais c'est aussi ça la France, l'élégance extrême. Un petit point technique, la taxe de séjour. Ne soyez pas surpris quand vous recevez la facture finale à l'hôtel. Il y a souvent une petite taxe de quelques euros par nuit et par personne. C'est une taxe pour la commune pour entretenir les infrastructures touristiques. Et pour le check-in, voici quelques phrases utiles. Bonjour, nous avons une réservation pour 2 nuits. À quelle heure devons-nous libérer la chambre le dernier jour? C'est le check-out. Est-il possible de laisser nos bagages à la réception pour la journée?
Très utile. Laisser les bagages, c'est la phrase clé pour profiter de son dernier jour sans porter son sac de 20 kilos dans toute la ville. On y arrive enfin, mon sujet préféré, la nourriture. En France, manger n'est pas juste une nécessité biologique, c'est une religion, un plaisir, un art social. On peut passer 3 heures à table pour un déjeuner le dimanche. Ça choque souvent les touristes, mais pour nous, c'est normal. On commence par l'apéritif. L'apéro, c'est sacré. On prend un petit verre, un kir, un pastis dans le sud ou un verre de vin. On grignote quelques olives ou quelques cacahuètes et on discute. C'est le moment où l'on décompresse. Ensuite, le repas classique se compose de entrée, plat, fromage et dessert. Oui, le fromage est un plat à part entière avant le dessert. Ne faites jamais l'erreur de manger votre fromage en même temps que votre salade ou votre dessert. On vous apporte un plateau de fromage, vous en choisissez 2 ou 3 morceaux et vous les mangez avec du pain. Pas de beurre avec le fromage, sauf pour le roquefort parfois. Et le pain, on ne peut pas voyager en France sans parler de la baguette. Mais attention, pas n'importe laquelle. Demandez toujours une tradition ou une trad. Pourquoi la tradition, Lucas? Parce qu'elle est protégée par la loi. Elle ne peut contenir que de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Pas d'additifs. Elle est bien plus croustillante et savoureuse que la baguette ordinaire. C'est le petit plaisir matinal de tout Français. Pour les restaurants, sachez que les horaires sont assez stricts, surtout en Provence. On déjeune entre midi et 14 heures et on dîne entre 19h30 et 21 heures. Si vous arrivez à 15 heures dans un petit restaurant de village, la cuisine sera fermée. On ne sert pli, monsieur. C'est une phrase que vous risquez d'entendre. Dans les grandes villes, il y a des services continus, mais c'est moins fréquent. Et pour l'eau, on le répète, la carafe d'eau est gratuite. Et le vin de la maison, souvent servi en pichet, 25 centilitres ou 50 centilitres, est généralement de très bonne qualité et beaucoup moins cher qu'une bouteille de grand cru. Une petite astuce pour le café. En France, on boit le café après le dessert, jamais pendant. Et si vous demandez un café, on vous servira un petit expresso noir très fort. Si vous voulez un café avec du lait, demandez un café crème ou un grand crème. Mon préféré, c'est le café gourmand. C'est une invention géniale des restaurants français. Un expresso servi avec 3 ou 4 mini-desserts, une mini-mousse au chocolat, un mini-macaron, une mini-crème brûlée. C'est parfait quand on n'arrive pas à choisir un dessert. Partie 6. Les marchés et le shopping. L'art de la négociation. Voyager, c'est aussi ramener des souvenirs. Mais oubliez les boutiques de souvenirs en plastique de la rue de Rivoli à Paris. Pour découvrir la vraie France, allez au marché. Les marchés de plein air, il y en a dans presque tous les villages et tous les quartiers des grandes villes, généralement le samedi ou le dimanche matin. C'est un festival de couleurs et d'odeurs. On y achète ses fruits, ses légumes, ses poissons, ses fromages et ses fleurs. C'est là que vous pouvez pratiquer votre français de survie. Je voudrais 3 pommes, s'il vous plaît. C'est combien le kilo de tomates? Est-ce que je peux goûter ce morceau de comté? Goûter, c'est le mot magique. Les marchands sont fiers de leurs produits et ils adorent vous faire découvrir une saveur locale. Mais attention, on ne touche pas les fruits et légumes nous-mêmes sur le marché. On demande aux marchands de nous servir. Et si vous aimez les objets anciens, cherchez les brocantes ou les vides-greniers. C'est là que les gens vendent leurs vieux objets dans la rue. C'est très populaire le dimanche. C'est le seul endroit en France où vous pouvez vraiment négocier les prix. C'est mon dernier prix. Ou vous me faites un petit prix pour les deux? C'est amusant et on trouve parfois des trésors pour quelques euros. Pour le shopping de vêtements, sachez qu'en France, il y a 2 périodes de soldes officielles, en janvier et en juillet. C'est le moment où les prix chutent de moins 30%, moins 50%, voire 70%. Mais attention à la foule, les Français deviennent fous pendant les soldes. Mon conseil, si vous entrez dans une petite boutique de créateurs, n'oubliez pas le bonjour et demandez « Est-ce que je peux essayer ce modèle ?» La cabine d'essayage se dit « la cabine ». Partie 7. Situation d'urgence, pharmacie et santé. On ne veut pas y penser, mais parfois on tombe malade en voyage. Un mal de tête, une petite allergie ou un coup de soleil. En France, on a un système très particulier, les pharmacies. On les reconnaît de loin grâce à leur grande croix verte lumineuse qui clignote. La pharmacie en France n'est pas un supermarché. Vous n'y achetez pas votre lait ou votre pain. C'est un lieu médical. Les pharmaciens sont très bien formés et ils peuvent vous donner de très bons conseils pour les petits maux sans que vous ayez besoin d'aller voir un médecin.
Si vous avez besoin d'un médicament courant, comme le Doliprane pour le mal de tête, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Mais pour les antibiotiques, c'est obligatoire d'avoir une prescription d'un docteur. En cas de vraie urgence, le numéro à connaître est le 15, le SAMU pour les urgences médicales, ou le 18, les pompiers. Mais sachez que les pompiers en France s'occupent de tout, des incendies, mais aussi des malaises cardiaques ou des accidents de la route. Espérons que vous n'en aurez pas besoin, mais c'est toujours rassurant de savoir que la France a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Si vous allez aux urgences d'un hôpital public, vous serez soigné, quelle que soit votre nationalité. Partie 8. Le coin de la grammaire et du vocabulaire. Approfondissement. Prenons quelques minutes pour muscler votre français. Pour raconter un voyage, on jongle souvent entre deux temps du passé, le passé composé et l'imparfait. C'est le cauchemar de beaucoup d'étudiants, mais on va simplifier. Le passé composé, c'est pour les actions précises et terminées. J'ai pris le train à 8 heures. J'ai mangé une crêpe. C'est le quoi. L'imparfait, c'est pour la description, le décor, les habitudes. Il faisait beau, le paysage était magnifique. Chaque matin, je prenais un café. C'est le contexte. Imaginez que votre voyage est un film. L'imparfait, c'est le décor de la scène. Le passé composé, ce sont les actions des acteurs. Par exemple, il pleuvait, imparfait, quand je suis arrivé, passé composé, à la gare. Très bonne explication, Lucas. Parlons aussi des pronoms y et en. Ils sont très utiles pour ne pas se répéter quand on parle de lieu. Tu vas à Paris? Oui, j'y vais demain. Y remplace à Paris. Tu reviens de Lyon? Oui, j'en reviens tout juste. En remplace de Lyon. Et n'oubliez pas les verbes de sentiment. J'ai adoré, j'ai été déçu par. Ce qui m'a le plus surpris, c'est j'ai eu un coup de cœur pour. Avoir un coup de cœur égale tomber amoureux de quelque chose ou quelqu'un. Oh, avoir un coup de cœur, c'est une expression magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour la ville de Bordeaux l'année dernière. L'architecture est incroyable et les quais de la Garonne sont parfaits pour se promener. Partie 9. La psychologie du voyageur en France. Comment comprendre les Français? Pour terminer cette grande discussion, parlons un peu de nous, les Français. Les touristes disent souvent que les Français sont arrogants ou qu'ils râlent tout le temps. C'est un cliché, mais il y a une part de vérité. En fait, les Français adorent débattre et ils sont très critiques. Si en français vous dit c'est pas mal, ça veut souvent dire c'est très bien. C'est vrai, on utilise souvent la litote. On dit le moins pour exprimer le plus. Ce n'est pas mauvais, signifie souvent c'est délicieux. C'est notre côté modeste ou ironique. Et râler, se plaindre, c'est une forme de communication chez nous. On râle contre le train qui a 5 minutes de retard, contre la météo, contre le prix du café. Ne le prenez pas personnellement. Si un serveur râle, c'est peut-être juste qu'il a eu une longue journée. Répondez avec un sourire et un petit mot gentil, et vous verrez que sa carapace va se briser. La France est un pays de relations humaines. On n'aime pas le service trop robotique ou trop artificiel. On préfère quelqu'un d'authentique, même s'il n'est pas parfait. Et le dimanche, en France, tout s'arrête. À part dans les zones très touristiques de Paris, la plupart des magasins sont fermés. C'est le jour de la famille, des longues balades et du repas qui durent indéfiniment. Apprenez à aimer ce rythme plus lent. Ne prévoyez pas une séance de shopping intensive un dimanche en France. Prévoyez plutôt une visite de musée ou une randonnée en forêt. Partie 10, la phrase magique et conclusion. Waouh, Lucas, on a parcouru beaucoup de kilomètres aujourd'hui, ou moins avec nos paroles. C'est vrai, on espère que cet épisode massif vous a donné tous les outils pour transformer votre futur voyage en France en une expérience inoubliable. Avant de se quitter, Chloé, on a une dernière phrase pour eux. Oui, si vous voulez demander un conseil à un habitant, utilisez cette structure très polie. Excusez-moi de vous déranger, mais auriez-vous un bon petit restaurant à me conseiller dans le quartier? Excusez-moi de vous déranger est l'introduction parfaite pour briser la glace. Les gens se sentiront respectés et ils seront ravis de partager leur adresse secrète avec vous. Récapitulons nos conseils d'or. Dites bonjour tout le temps, partout, à tout le monde. Utilisez le vous par défaut. Prenez le TGV pour la vitesse, le TER pour le charme. Demandez une tradition à la boulangerie et une carafe d'eau au restaurant. Et si vous êtes perdu ou confus, utilisez votre sourire et votre phrase magique. Et n'oubliez pas, la perfection n'est pas le but. Le but, c'est le partage. Si vous vous trompez de temps de verbe, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là,
en France, en train de vivre votre aventure. C'est l'heure du défi final, les amis. On veut une explosion de commentaires sous cette vidéo. On veut que vous écriviez un petit paragraphe en français pour nous dire si vous deviez choisir une seule région française, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Quelle est la chose qui vous fait le plus peur ou qui vous intrigue le plus dans la culture française? Racontez-nous en une phrase votre plus beau moment de voyage. On a hâte de vous lire. On répondra à chacun de vous. Si vous avez aimé cet épisode et spécial long format, dites-le nous aussi, pour qu'on fasse d'autres. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout continuez d'écouter, de parler et de rêver en français. C'est une langue magnifique qui vous ouvrira le cœur et l'esprit. Merci Chloé pour cette superbe conversation. Merci à vous tous pour votre écoute attentive. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où on parlera des secrets de la gastronomie française en détail. Bonne route, bon voyage et à très bientôt. Salut tout le monde, au revoir!